Bon début de semaine à tous, madame, messieurs. Merci d'être encore des nôtres. Ce lundi, c'est le premier jour de la semaine. C'est la revue des grandes unes. Qu'est-ce que la presse nous propose? La nouvelle expression ce matin parle de la crise anglophone, imbroglio autour du communiqué d'un préfet. C'est à lire dans le journal. Le communiqué attribué donc au préfet de la Manu, Joseph Oum II, demandait aux populations d'une dizaine de familles de sa zone de commandement d'évacuer. Mais quelques heures après, il a été donc qualifié de faux document. C'est à lire en page 3 du journal La nouvelle expression qui parle également de Fekafoot. Abdourahmane ouvre un autre front. Mandat lui a été donc donné d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tous ceux qui ont d'ailleurs violé les textes et les règlements régissant notamment la Fekafoot. C'est en page 6 de la nouvelle expression. Le même journal parle de la coopération. La Chine menace en disant donc le volume des financements accordés donc au Cameroun a presque doublé. Cependant, la gestion des portefeuilles et bien entendu des projets de la part de la Chine et de la part du Cameroun n'évolue pas véritablement. C'est ce que dit le journal en page 9 de ce numéro. Le journal Kalara, qui est dans les kiosques également, parle des dénonciations. Zogo Andela traîne Evumoku au tribunal criminel spécial pour détournement. L'ancien directeur général de la Caisse d'autonomie et d'amortissement a donc accusé d'avoir emporté des fonds issus de l'exploitation des navires de l'État. Plus de 3 milliards de francs CFA en cause donc l'ancien ministre des Transports, John Begininde, et bien sûr l'ancien chargé d'affaires du Cameroun au Congo, est également poursuivi. Enquête à lire dans le dossier de la page 6 à la page 7 du journal Kalara. Le même journal parle également de Douala, les Sopos priso dans une affaire de fraude foncière. C'est à lire dans le numéro disponible. Le journal s'intéresse aussi au camouflet. C'est d'ailleurs Timé Vounan, encore condamné pour une démolition. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal Kalara. Et toujours dans les kiosques ce matin, il y a des détectives qui s'intéressent à la crise anglophone. On ne négocie pas avec les terroristes, c'est ce que dit le journal. Paul Biya promet donc une réaction énergique afin de faire régner l'ordre dans le nord-ouest et le sud-ouest. En perspective, donc, un imposant déploiement des forces de troisième catégorie afin de libérer les populations de l'état donc de captivité, de terreur et même des psychoses que leur oppose l'idéologie en tout cas, on parle bien sûr d'interrépublicaine, interrépublicaine d'ailleurs, selon bien sûr le journal qui véhicule aussi d'autres informations concernant les sécessionnistes. C'est à lire en page 3 de ce numéro. Le journal revient également ce matin sur le sommet Union européenne et Union africaine. Paris réussi pour Ouattara en page 7 et 12 du journal disponible. Le journal Indépendant s'intéresse à autre chose, parlant de la guerre contre les sécessionnistes, riposte sans état d'âme. Selon bien sûr le journal, sur haute instruction du président de la République, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a réuni dans le 1er décembre dernier le haut commandement militaire au fin donc de mettre en œuvre les mesures sécuritaires prises par le chef de l'État. C'est à lire dans le journal ce matin, le journal donc l'Indépendant qui est dans les kiosques. Autre journal, c'est Cameroun Tribune qui parle de sécurité dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Des mesures plus énergiques également, c'est la une du journal. Dossier à lire dans ce numéro de la page 3 à la page 6. Un autre journal disponible aussi dans les kiosques, c'est bien entendu le Messager qui parle de la crise anglophone avec la déclaration de Paul Biya, décryptée ici par les experts et les hommes politiques. D'ailleurs, c'est à découvrir en page 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, ce numéro aussi, c'est tout un dossier pour comprendre un peu qu'est-ce qui ne va réellement pas et qu'est-ce que le chef de l'État a pu dire à la suite de toutes ces analyses. C'est dans le journal disponible, le Messager disponible dans les kiosques. Le quotidien Le Jour qui est également disponible s'intéresse aussi au nord-ouest et sud-ouest. L'armée va monter donc en puissance avec notamment des mesures prises par le chef de l'État. C'est à lire dans le même journal. Tout un dossier également. Alors chaque journal est allé de sa sensibilité en tout cas pour traiter de cette question. Et sur ce plateau, d'autres nos invités donc qui vont commenter ces différents sujets. Il y a Thierry Nyopé, bonjour. Bonjour Flavien Dongo, bonjour également Bernard Watana. Je dis également bonjour à l'honorable Ali Bachir qui a réussi la prouesse d'organiser ou de réunir autour d'un grand festival toute la communauté Aoussa du Cameroun. Il faut quand même dire que pour un coup de maître, pour un coup d'essai, je voulais dire que c'était un coup de maître. Voilà, allez, avec vous, nous allons évoquer quelques sujets, en tout cas, de la presse ce matin. Bonjour Bernard Watana. Bonjour Flavien, bonjour Thierry. Alors, bienvenue. Bonjour tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Et voilà. Surtout toute la communauté Sawa qui sort du Ngondo. Voilà, c'est vrai. Alors donc, la presse revient, en tout cas on l'a vu, on parle de la crise anglophone avec notamment des réactions à la suite notamment de la sortie du président de la République au lendemain de ce grand rendez-vous Afrique-Europe. Il a fait une déclaration aussi intéressante, forte d'ailleurs. Il dit qu'il prend toutes les mesures désormais et que rien ne sera plus comme avant.
Oui, c'est une déclaration quand même qui a surpris plus d'un parce qu'on ne s'attendait quand même pas à la sortie du chef de l'État. Au sorti d'une rencontre comme celle-là, on a l'habitude de le voir du genre tenir des postures au cours, en fait, après avoir préparé suffisamment ces allocutions, on s'est rendu quand même compte que là, cela nous rappelle quand même je peux dire la déclaration de guerre contre Boko Haram qui avait été faite sur le perron de l'Élysée. À la différence quand même que cette fois-ci, il a fait cela à l'aéroport international de Yaoundé. C'est quand même une déclaration de guerre suffisamment intéressante parce qu'elle va ouvrir plus que jamais l'offensive contre ces terroristes qui se cachent, comme lui-même l'a souligné, derrière des revendications sécessionnistes. On espère quand même que des dispositions sont prises, même au niveau de la population, parce que ça, il faut le souligner, on a toujours dit, il faudrait que les populations participent à la lutte contre ces attentats à travers le renseignement prévisionnel, à travers la mise à la disposition de tout ce qui peut tourner autour des informations dans ces différentes parties du pays, parce que ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra de manière coercitive lutter contre tout ce qui se prépare comme velléité sécessionniste de ce côté. Alors, certains intellectuels, en tout cas lorsqu'on parcourt la presse ce matin, pensent que le chef de l'État n'aurait pas attendu ce moment-là, il aurait dû le faire bien avant, parce que c'est simplement parce qu'on a tué des hommes en tenue qu'il sort et il estime que lorsque les hommes en tenue sont touchés, c'est l'intégrité même territoriale qui est également touchée. Effectivement, le chef d'État est en même temps chef des forces armées. C'est-à-dire que lorsque les forces armées sont attaquées, il est dans le droit de riposter. Mais moi j'ai un souci par rapport à... Il y a les titres commentés qui font état de déclaration de guerre. Moi je pense que celui qui a déclaré la guerre, c'est celui-là qui a commencé par tuer les hommes en tenue. Parce que quand tu tues un homme en tenue, en faction, ça veut dire que tu as déclaré la guerre, non pas à l'homme que tu as tué, mais à l'institution qui se cache derrière cet homme, c'est-à-dire les forces armées. Donc il était temps pour le chef d'État de réagir en tant que chef des forces armées. Voilà, c'est donc tout un dossier, une mutation qui parle donc de l'armée camerounaise et milice de l'Ambazonie, avec notamment la guerre ouverte désormais. C'est le grand titre du journal, un peu comme pour dire que c'est parti, l'affront désormais entre l'armée camerounaise, l'armée républicaine et cette armée de l'Amazonie. Il faut quand même dire que les incidents qu'on a enregistrés du côté du nord-ouest ont été perpétrés quand le chef de l'État n'était pas au Cameroun. Donc, au sorti de la rencontre Union africaine, Union européenne, il a cru bon, à un moment donné, de taper du poing sur la table. Parce que, comme certaines langues l'avaient quelque peu accusé de dormir sur la gestion de cette crise-là, maintenant, il a pris des dispositions qui s'imposent. Vous vous rappelez d'ailleurs qu'au lendemain de cette déclaration du président de la République, il y a une réunion de crise qui s'est tenue autour des stratèges de la sécurité au Cameroun, notamment le ministre en charge de la Défense, le ministre en charge de la Gendarmerie et également le délégué général de la Sécurité nationale pour faire d'abord un état des lieux de la situation sécuritaire dans l'ensemble du Cameroun, parce que ce n'est pas seulement l'affaire des partis anglophones, parce qu'il faut également dire qu'il y a eu quelques velléités, même au niveau du littoral. On se rappelle quand même qu'il y a une bombe artisanale qui avait explosé à quelques enclavures de la SCDP, et cela avait mobilisé beaucoup d'énergie. On sait également qu'il y a quelques velléités de déclaration de guerre qui avaient été occasionnées même dans le sud-ouest. Il était vraiment temps que le chef de l'État tape du poing sur la table. Et maintenant, on s'attend quand même à ce que la situation, comme je le soulignais tout à l'heure, grimpe d'un cran et que des mesures... on se rappelle que le SDF s'était insurgé contre la militarisation des partis anglophones du Cameroun. Maintenant, il faudrait que le SDF se mette en tête que cette militarisation sera davantage accrue, que les uns et les autres comprennent et que pour éviter justement que cette situation perdure, parce que le ministre de la Défense a souligné, cela va aller crescendo tant que la situation restera comme telle. Alors pour éviter que cet état d'urgence perdure, il faudrait que les uns et les autres accompagnent le pouvoir en place,
accompagne les forces de sécurité à travers la dénonciation de tout acte terroriste, à travers la dénonciation de tout complot, parce que ce n'est qu'à ce prix justement que nous pourrons progressivement mettre un terme à cela. Alors, est-ce que la presse n'exagère pas en mettant bien sûr à la une quelques phrases qui frisent un peu pas forcément, je ne voulais pas parler du dénigrement, mais d'excitation. Lorsqu'on parle par exemple de la guerre ouverte entre armée camerounaise et milices de l'Amazonie dans Mutation, et on dit également dans Détective ce matin, on ne négocie pas avec les terroristes. Flavien, vous savez que la presse a beaucoup de genres de titres. Il y a des titres qui donnent l'information nue et il y a des titres commentés. Quand on dit on ne négocie pas avec les terroristes, c'est un titre commenté. Donc maintenant, il faut aller à l'intérieur du papier pour savoir de quoi il s'agit exactement. Bon, maintenant, sur la question même, quand on revient, il y a eu une réunion sécuritaire qui a été convoquée, qui a duré 10 heures dans l'Auge, au cours de laquelle tout le haut commandement était convié sous le ministre de la Défense, parce que l'heure est grave. Et là, on apprend que les gardes ont un mode opérationnel de recrutement, ils attaquent. Quand ils sont en surnombre, ils ont un mode de recrutement, c'est-à-dire qu'ils recrutent dans les zones anglophones. Ils viennent chez les jeunes gens à qui ils promettent un salaire, un bon salaire et qu'ils amènent. Et on apprend aussi qu'ils ont même des camps d'entraînement dans le nord-ouest. On apprend qu'ils ont une base arrière dans un pays voisin, pour emprunter dans le jargon diplomatique, parce que là, dans un pays voisin, il y a un camp d'entraînement. Il était donc temps. Et puis, il y a aussi, on signale qu'il y a des complicités, comme vient de le dire Thierry. Il y a des complicités au sein des populations. Il faut que les populations coopèrent, cherchent à dénoncer. C'est pour cela qu'on parle... Mais ces populations qui sont aujourd'hui envahies par la peur... De ne pas... Oui, ben, il faut les sécuriser. Il faut les sécuriser. Il faut leur donner confiance. On ne peut pas être envahi par la peur quand on a les forces de maintien de l'ordre à ses côtés. La gestion militaire veut que... Voilà, que les forces armées soient présentes là-bas, ne serait-ce que pour la dissuasion au sein des populations. Ça, c'est la gestion purement militaire de l'affaire. Mais maintenant, au niveau de la gestion politique même de la crise anglophone, on n'en parle pas trop, Flavien. On ne dit pas trop. Quand on regarde, lorsque le SINC, le Southern Cameroon National Council, sort des fonds baptismaux, parce que c'est une association qui sommeille depuis la conférence de Fumban, qui sommeille lorsqu'il sort des fonds baptismaux. Il y a un dialogue au sein de cette association, de ce mouvement. Il y a parmi eux des autonomistes, il y a des indépendantistes et il y a des sécessionnistes. Parmi eux, ça a fleuri comme ça. Il y a eu un débat. Et d'ailleurs même, la devise, c'est la force de l'argument et non l'argument de la force. Mais aujourd'hui, les choses ne sont pas comme les pères fondateurs ont établi, c'est-à-dire qu'on veut utiliser... Ça a donc pris une autre tournure. C'est à juste titre, si on peut les appeler terroristes. Parce qu'en fait, ils se sont démarqués de l'idéologie première du SINC. Ça, on ne dit pas souvent. Et Flavien Lobo, je vais chuter en disant que l'épicentre de cette affaire commence le 31 décembre 1999, lorsque Chief Ayamba, qui était président du SINC, Justice est bon, qui est un magistrat à la retraite, et Pa Souboum font éruption à la radio Boya pour délivrer un message du SINC. Ça, on ne le dit pas. Entre-temps, le mouvement s'est radicalisé avec des gens comme Ebenezer Akwanga, qui aujourd'hui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Voilà les choses. Le mouvement s'est radicalisé, donc il s'est un peu démarqué de l'idéologie première. Alors, donc, selon vous, la presse n'exagère pas en mettant à la une, en tout cas, ces gros titres que l'on peut imaginer, que l'on découvre d'ailleurs ce matin. Il y a sur cette question, le quotidien Le Jour qui parle du nord-ouest et sud-ouest, l'armée va monter en puissance pour mettre un terme en tout cas à toutes ces exactions. Et on va dire également ce que l'indépendant nous propose ce matin, guerre contre les sécessionnistes, riposte sans état d'âme. Oui, mais c'est ce que nous soulignons. Le SDF dénonçait, en fait, quelques personnes sont montées au créneau pour dénoncer la militarisation de la zone anglophone. Maintenant, cette militarisation va monter d'un cran parce que n'oublions pas le rôle
régalien de l'État est également d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais on se rend maintenant compte que cette sécurité est de plus en plus mise à mal. D'abord, les populations ont été tuées, les enfants ont été empêchés d'aller à l'école. L'État a suffisamment fait des efforts pour résoudre de manière pérenne et constante quelque peu ce qu'on appelait la crise anglophone. Et aujourd'hui, cela ne suffit pas. Et nous le disions même sur ce plateau, on donnera toutes les garanties, on donnera toutes les réponses aux revendications des anglophones. Tout le monde se rappelle que tout est quand même quitté des revendications des anglophones, des avocats anglophones sur les enseignants sur le code OHADA. Cela a été résolu. Ensuite, des enseignants, le gouvernement a apporté des solutions à ce niveau. Maintenant, on se rend compte que cela va de plus en plus crescendo. Maintenant, on parle d'indépendance des deux parties du Cameroun. Donc, on l'avait dit, ils ont un plan suffisamment détaillé et un agenda qu'ils sont en train de mettre en branle. Et maintenant, ils ont ouvert la voie de la guérilla urbaine. Parce que quand ils tuent des hommes en tenue, c'est une institution au-delà de toute chose. Quand ils les tuent, c'est parce qu'ils recherchent des armes. Tout le monde se rappelle quand même que la veille du 1er octobre, ils avaient souligné qu'ils disposent quelques armes, qu'ils disposent quelques matériels de guerre. Il y a certaines personnes qui ont laissé croire que l'État est en train de mettre progressivement un plan de bataille qui voudrait mettre, tuer les gendarmes en question, tuer les populations pour justifier un assaut. Non, c'est un argumentaire qui ne saurait tenir parce que l'État ne peut pas tuer ses propres enfants. L'État, pour devoir les protéger, ce sont ces gens qui ont déclaré la guerre au Cameroun. Il faudrait justement qu'ils se préparent. Et pour que les populations ne soient pas des victimes, il faudrait qu'elles participent, qu'elles accompagnent l'État, qu'elle accompagne les forces de maintien de l'ordre. Il faut tout de moins que les populations soient rassurées aussi. Justement. Parce qu'on a quand même vu, à un moment, des hommes en tenue, quelques-uns, je voudrais parler, et qui ne faisaient plus la confiance auprès de ces populations-là. Il faut quand même qu'il y ait un renouvellement de confiance pour que les populations contribuent, participent à volonté aussi. Oui, en même temps, Flavien, il faut que parmi les populations, ceux qui servent de relais pour ces terroristes soient dénoncés. C'est de ça qu'il est question. Oui. Il y en a qui sont des relais. Il y en a qui ne sont pas des populations comme les autres. Ils sont des relais et ils favorisent les attaques. Il faut qu'eux aussi soient dénoncés. Très bien. Alors, c'est à lire dans la presse, parlant de l'Indépendant, le journal, guerre contre les sécessionnistes, riposte sans état d'âme. C'est le grand titre du journal. Cameroun Tribune n'est pas, en tout cas, en marge de tout ça. Le journal parle également des sécurités dans le nord-ouest et sud-ouest. Des mesures plus énergiques encore, c'est à découvrir dans le même dossier que propose le journal Cameroun Tribune. Alors, autre sujet concernant la crise anglophone, on parle d'imbroglio autour d'un communiqué ou du communiqué d'un préfet. Aujourd'hui, on l'a lu. Le communiqué parlait notamment, invitait, demandait aux populations d'une dizaine de villages, donc de sa zone de commandement, d'évacuer, mais quelques heures après, il est revenu, dit que c'était un faux document. Oui, et ça revient toujours et chaque jour. Ça devient redondant, cette histoire des réseaux sociaux. Je crois que nous avons parlé ici lundi dernier pour dire qu'il faut éviter de donner des documents à des mains inexpertes. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, le débat sur vrai ou faux documents, c'est un autre débat. Le véritable débat, c'est comment ce document a fait pour arriver dans les réseaux sociaux. Parce qu'une fois que ça part, je disais ici, c'est comme la toile d'araignée. Ça va de façon incontrôlée et ça va partout et à tout moment. Donc il faut éviter que ce genre de documents confidentiels ne soit dans les réseaux sociaux. C'est la base. Bon, maintenant, est-ce que c'était un faux document? Est-ce que c'est un vrai document? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on sait quand même que ça a fait le tour et que le gouverneur est sorti pour dire que non, c'était un faux document et il soutient cette position. Non, mais même le signataire de ce document a commis un démenti dans les ondes d'une radio de la place. Monsieur Joseph Oumde a souligné vertement qu'il n'a jamais, il ne se rappelle pas avoir signé un document de ce genre. Il serait même absurde de penser quand même que le préfet Lamayou ait signé un document pareil demandant aux populations de déguerpir d'une dizaine de villages quand même de déguerpir et simplement parce que si ce n'est pas le cas, ces personnes seront considérées comme des terroristes. On ne saurait, je pense pas quand même qu'un chef de terre, qu'un préfet digne de ce nom se permettrait
mériterait de commettre une bévue aussi grave comme celle. La preuve, les populations, à la lecture ou après la diffusion de ce document, beaucoup de personnes se sont retrouvées du côté du Nigeria. Beaucoup ont rejoint même des camps de concentration, comme d'aucuns les appellent, de ce côté pour s'insurger contre, en fait, pour pas peur des représailles. Non, il faudrait que les uns et les autres comprennent que le préfet n'est en rien responsable de ce qui a été fait. Le gouverneur même, Bernard Okali-Abila, est monté au créneau, je crois au journal de 17h le samedi 2 décembre dernier, pour dire, pour signaler d'abord sa surprise et rappeler une fois de plus aux populations de prendre leur mal en patience et que le gouvernement continue à veiller sur leur intégrité à la fois physique et également sur l'intégrité territoriale du Cameroun. Donc, vivement que les uns et les autres comprennent que toutes les mesures qui sont prises visent simplement à ramener la paix et la quiétude au sein des populations et des masses laborieuses. Alors, c'est la nouvelle expression qui parle de crise anglophone. Imbroglio autour du communiqué d'un préfet. C'est un article à lire en page 3. Le même journal s'intéresse au sport, à la FECAFOOT, avec notamment Abdourahmane qui ouvre un autre front. Et il est demandé, en tout cas à ce dernier, d'engager des poursuites judiciaires contre tous ceux qui ont violé les textes et les règlements régissant bien sûr la Fédération camerounaise de football. Oui, Flavien, il y a un audit qui a été commis pour la FECAFOOT, pour retoucher les textes. Moi, je pense que, voilà, ça a été fait. Est-ce que la copie a été donnée? Bon, maintenant, qu'on dise qu'il y a un autre audit, cette fois-ci judiciaire, bon, il est dans son droit, Abdourahmane, comme il sait bien le faire, de se constituer personne civile. Il a de l'énergie. Il a de l'énergie pour ester en justice ce qu'il estime avoir été irrégulier par rapport à l'application des textes. Ça, c'est son droit le plus strict, comme de tout Camerounais, par rapport à la gestion de la FECAFOOT, qui est un héritage de tous les Camerounais. Voilà. Thierry? Bon, pas grand-chose à dire, juste que pour moi, il y a un comité de normalisation qui a été porté à la tête de la Fédération camerounaise de football. Les travaux, ils continuent sereinement. Ce sont des hommes expérimentés, on l'a suffisamment souligné ici, on a rigoté de long en large sur le problème de la Fédération camerounaise de football. Vivement simplement que les gens chargés de ramener un peu d'ordre dans la maison le fassent à temps, parce qu'en réalité le football camerounais est en mal à l'heure où nous parlons. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, la finale de la Coupe du Cameroun ne s'est pas encore tenue, alors que les équipes, le finaliste ou le gagnant de cette finale-là devrait être engagé dans des compétitions internationales. Aujourd'hui, c'est la CAF qui menace les autorités camerounaises de sanctions, peut-être pécuniaires, pas toujours par rapport aux éliminations, mais toujours qui ne sont pas encore reçus. Qui ne sont pas toujours reçus. Bon, mais pour rester dans le cadre de la FECAFOOT, quand même, vivement que l'ordre revienne dans la maison, parce que ce désordre est orchestré, pas seulement au niveau de la Fédération camerounaise de football, mais également au niveau des autorités qui gèrent le pays, parce que n'oublions pas, depuis plus de 20 ans, le football camerounais va mal, d'abord en interne, mais également sur le plan international. Mais cela, parce que le calendrier et la finale ne dépendent pas quand même des équipes qui sont à Yaoundé depuis 3 semaines déjà, mais dépend exclusivement de la présence de la République. Très bien. Alors on attend donc toujours la finale, mais on sait déjà que dans la nouvelle expression ce matin, on peut lire un peu, on lit ce que Abdourahmane est donc appelé à faire à nouveau, c'est-à-dire poursuivre, organiser des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont violé bien sûr les textes et les règlements régissant la Fédération camerounaise de football. C'est une autre opération que va mener ces derniers. Il ne perd pas le souffle quand même. Effectivement, il ne perd pas le souffle et on se demande quel est le rapport entre cette haute opération et le comité de normalisation. Cela veut dire que le comité de normalisation n'a-t-il pas eu les coudées franches par rapport à tous les domaines de la vie de la FECAFOOT, parce qu'on pensait, comme le dit Thierry, qu'après le comité de normalisation, tout sera remis en ordre à la FECAFOOT. Si on intervient encore avec une autre opération, finalement, ce sera la fuite en avant dans les opérations de normalisation de la FECAFOOT. Finalement, il y aura une normalisation de la normalisation, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut terminer définitivement avec cette histoire de la FECAFOOT. Alors, on va lire également dans le journal Kalara ce matin, on parle de Timievouna, encore condamné pour une démolition. On sait que, comme il s'est dit très souvent dans la presse, qu'il marche avec son cercueil sur la tête, parce qu'il sait qu'à tout moment, il peut être frappé.
Timi Vuna, c'est le maire, c'est le délégué de la ville de Yaoundé. C'est le délégué de la communauté urbaine de Yaoundé. Et qui, il me semble qu'il serait un peu hasardeux de penser que le super maire détruise une maison de façon irrégulière. Bah, ce serait surprenant. Mais comme on le dit dans la presse, s'il est irrégulier, il faut qu'il soit condamné. Il faut qu'il soit condamné. On pense que les choses devaient se faire suivant les règles de l'art en la matière. Après le phénomène des sabots, cette fois c'est les destructions toujours, parce que c'est ça qui l'a d'ailleurs rendu célèbre, la destruction des biens, en tout cas immobiliers, bien entendu. Oui, mais en même temps, il faut comprendre quand même qu'il y a des gens qui disposent des titres fonciers là où ils ne devraient pas en disposer. On ne sait pas comment, par quelle alchimie, ces derniers réussissent parfois à avoir ces documents importants dans la construction des immeubles. Bon, maintenant, s'il a détruit, c'est peut-être parce qu'il a estimé que cela n'obéissait pas à un certain nombre de contours, mais toujours est-il quand même qu'on ne saurait... j'ai l'habitude de le dire, on ne saurait faire des omelettes sans casser les œufs. Si on veut d'une capitale politique qui ressemble à des capitales des autres pays, comme vous avez l'habitude de voyager, vous saurez exactement que Yaoundé est très loin, semblable par exemple à Abidjan, encore moins à Libreville. Il faudrait quand même qu'à un moment donné qu'on fasse des efforts pour respecter les standards internationaux en matière d'urbanisation. Quand tel n'est pas le cas, il faudrait vraiment taper du poing sur la table, détruire, quitte à récompenser d'une manière ou d'une autre les ayants droit. Très bien. Alors, ce sont des informations à lire dans la presse. Vous avez la possibilité d'aller dans les kiosques. Faites nourrir la presse en achetant, bien sûr, les tabloïds, comme tous les matins, et trop parfum de l'actualité. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, 9h, juste après le journal, nous serons encore ensemble. Allez, bonne journée à tous. Restez chez Equinox.